Wow! Déjà la 7e émission de la guerre ouverte contre les peuples. Ravi, chers auditeurs et spectateurs, de vous retrouver en ce jour pour vous présenter la suite. J'espère que vous appréciez les contenus, que les tas d'informations bien structurées vous apportent une multitude de réflexions et de questionnements sur l'avenir de la société. Vous êtes prêts? C'est parti. Un autre engagement louable de la part du syndicat de la famille s'opère dans la lutte contre l'idéologie du genre. Ludovine de la Rochère, dès 2014, dénonçait le choix du gouvernement qui venait de nommer Najat Vallaud-Belkacem pour devenir ministre de l'Éducation nationale, anciennement ministre du droit des femmes, l'accusant de, je cite, pousser à l'endoctrinement, d'amener à considérer les élèves comme des êtres neutres, indifférenciés. Fin de citation. Des pères et des mères se sont à ce moment important mobilisés contre les ABCD de l'égalité, un programme scolaire du gouvernement socialiste qui visait à favoriser l'égalité des sexes. Un mouvement de retrait des enfants de l'école a même vu le jour et de nombreuses rumeurs ont circulé sur le contenu des manuels et des cours. Le programme a été abandonné en 2014. Mais depuis des décennies, nous sommes confrontés et bassinés avec des activistes qui mettent en avant l'égalité des sexes, à deux doigts de nier la différence biologique. En décembre 2012, le pape Benoît XVI avait pris les devants, invitant les fidèles à dire non à la théorie du genre, affirmant, je le cite, que la réciprocité entre masculin et féminin est l'expression de la beauté de la nature voulue par le Créateur. Fin de citation. Et donc, à dire oui à l'alliance homme-femme dans le mariage. Le prêtre français, Tony Anatrella, autorisé par Jean-Paul II à porter le titre de Monseigneur, se prévaut d'une expertise de psychanalyste pour lutter contre toute acceptation sociale de l'homosexualité. Dès juin 2005, en présentant la version française du, je cite, « lexique des termes ambigus sur la famille et les questions éthiques », publié par le Vatican, il exprima sa crainte sur les dommages que pourrait occasionner la théorie du genre, pensant que les dégâts seraient même plus importants que ceux occasionnés par l'idéologie marxiste. Selon lui, la théorie du genre veut remplacer la différence des sexes par la différence des sexualités. Dans le lexique de 35 pages consacré à la théorie du genre, l'inquiétude est partagée sur le développement de cette idéologie. Je cite. « Pour cette nouvelle perspective, écrit par exemple Monseigneur Oscar Alzamora Revoredo, ancien archevêque de Lima au Pérou, la réalité de la nature incommode et par conséquent doit disparaître. Il est pourtant évident que toute différence entre l'homme et la femme n'est pas mauvaise et encore moins irréelle. » Fin de citation. Le 4e de couverture du livre, Gender, la controverse, est interpellant sur le sujet brûlant de l'identité. Je cite. « La théorie américaine du gender, référence des instances internationales, ONU, UNESCO, Commission européenne, etc., et source d'inspiration de nombreuses législations, figure désormais dans les manuels de SVT, de première L et ES. Selon le gender, l'identité sexuelle n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale. On ne naît pas homme ou femme, on le devient. Ainsi, chacun peut, dans une sorte de démocratie, choisir son orientation sexuelle, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel, et tout ce qui peut arriver après. Mais comment la société peut-elle se fonder sans reconnaître la différence sexuelle? Comment la famille peut-elle se structurer en dehors des liens engagés entre un homme et une femme, source d'alliance, de filiation et de génération? Comment encore la vie psychique de personne peut-elle s'élaborer quand la réalité du corps est niée? Fin de citation. La théorie du genre est un cheval de Troie pour pirater l'être humain. En 1955, le sexologue et psychologue John Monnet, spécialiste de l'hermaphrodisme à l'université Johns Hopkins, définit le genre comme étant la résultante d'une conduite sexuelle que l'on choisit d'adopter, en dehors de notre sexe de naissance. Il mène des études sur des cas d'enfants nés intersexués, pour savoir à quel sexe ils pourraient appartenir. Celui que la nature leur a donné, ou celui dans lequel ils se seront éduqués. En 1966, apparaît la famille Reimer, parents de jumeaux âgés de 8 mois, qui viennent démarcher John Monnet. Les parents avaient fait une opération pour circoncire leur enfant. Mais l'opération pour circoncire a mal tourné sur un des deux bébés, Bruce, dont le pénis s'est retrouvé brûlé à la suite d'une cautérisation électrique.
Son frère Brian a pour sa part échappé à l'opération. Pour John Money, c'est une opportunité pour appliquer sa théorie en grandeur nature. Il propose aux parents d'élever Bruce comme une fille, en lui cachant sa véritable identité. Bruce se voit attribuer le prénom féminin de Brenda et reçoit dans un premier temps un traitement hormonal, un gavage d'œstrogène, avant de se voir retirer ses testicules 14 mois plus tard. La transformation faite, Bruce Brenda porte désormais des jupes et joue à la poupée et son entourage lui parle au féminin. Durant toute son enfance, ce qui nous est rapporté est un développement harmonieux. À 6 ans, les jumeaux paraissent s'être conformés au rôle sexuel que leur a attribué leurs parents, la société quelque part. Ce serait donc bien l'éducation et la société qui feraient le sexe. Money continue de les suivre une fois par an. Bien qu'ils aient 6 ans, il les interroge sur leur goût sexuel, leur demande de se toucher. On voit déjà le personnage, la façon dont il est déjanté, dérangé. Et plus tard, Brenda David, on comprendra pourquoi ce prénom David, dira à John Colapinto, je cite, « C'était comme un lavage de cerveau ». En 1998, Colapinto écrira l'histoire dans Rolling Stones, puis dans un livre qui est nommé As Nature Made Him the Boy Who Was Raised as a Girl. Vous m'excuserez pour mon anglais. John Money organise et participe à des conférences, publie de nombreux articles et en 1972 présente sa théorie dans un ouvrage de vulgarisation Man and Woman, Boy and Girl, dans lequel il affirme que c'est l'éducation et non le sexe de naissance qui détermine si l'on est homme ou femme. Et voilà que la théorie du genre est née. Les choses se compliquent en réalité. Pour Bruce, renommé Brenda, durant son adolescence, sa voix devient plus grave. Et elle, entre guillemets, puisque c'est un garçon, se sent attirée par les filles. Au fil du temps, elle, ce Bruce Brenda, rejette son traitement au profit d'un autre à la testostérone et refuse la vaginoplastie que voulait lui imposer John Money. Car Bruce, dans sa génétique, est un garçon. Le naturel reprend vite le pas sur les artifices. Bruce Brenda se sent davantage garçon que fille. Désemparé, le couple Reimer avoue la vérité aux enfants. Dès lors, Brenda redevient un homme. Mais non pas pour s'appeler Bruce, comme auparavant, mais David, une nouvelle identité. Auquel, donc ils ont créé, à la suite de ça, un pénis de façon chirurgicale et retiré les seins. Il dira David Reimer, je le cite, « Je me sentais comme Frankenstein, une création de laboratoire. » Fin de citation. Cette expérience identitaire, hors norme, a laissé des dégâts irréparables chez les jumeaux. En 2002, Brian se suicide. Le 5 mai 2004, David en fait de même. De cette fin tragique, John Money ne fait point état. Pourquoi cet acharnement à vouloir gommer les différences entre un homme et une femme qui sont complémentaires à la fois sur le plan biologique que sur le phénotype ? L'identité de genre, soit la représentation du sexe, est une représentation construite depuis la différence génétique. Vouloir transformer son corps pour se créer une nouvelle identité relève de la dérive scientifique. Si la science le permettait, ce transfert dans un autre corps, par exemple celui d'un animal, un humain pourrait-il abandonner sa condition naturelle car il s'est développé intérieurement un mal-être ? La dysphorie de genre est l'une, voire la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui originel. Quand un homme se prend pour une femme, ou l'inverse, il s'agit d'un trouble de l'identité, un trouble psychique, une illusion de représentation qui ne devrait pas être confortée par des faux spécialistes, médecins et tout ce que l'on veut. Sur le plan biologique, les femmes sont nées avec un double chromosome X. Chez l'homme, c'est le couple XY, sauf malformation ou anomalie. Les femmes ont un appareil génital qui permet la gestation et l'accouchement d'un enfant, ce que l'homme ne peut faire. Entendre parler d'hommes enceintes est une aberration aussi. Ça n'existe pas. Ce sont, au fond, dans la biologie des femmes qui ont changé d'identité. Dora Muto, une féministe, met en avant une autre anomalie dans cet effacement des frontières entre les hommes et les femmes. Je la cite. « Si être une femme n'est plus une réalité biologique et sexuée, ça devient une somme de stéréotypes genrés. Ceux-là même dont on a essayé de se débarrasser. » Fin de citation. Dora Muto partage aussi ses recherches sur le financement du lobby Formatrans.
Moutot considère en effet que certains financent le T de LGBT pour trans et partagent une enquête de Bilek sur les milliardaires transhumanistes derrière le lobby trans. Pour Marguerite Stern, je la cite, « Une femme trans ne sera jamais une femme ». Fin de citation. En août 2022, Dora Moutot et Marguerite Stern signent une tribune adressée à la première ministre Elisabeth Borne, publiée dans Marianne, dans laquelle elle s'oppose à une affiche du planning familial représentant un homme enceinte, c'est-à-dire une femme, femelle, transidentifiée, qui reprend selon elle, les deux, je cite, un vocabulaire utilisé par les militants transactivistes. Fin de citation. Une affiche où il est inscrit, je cite, au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceintes. Fin de citation de cette affiche. C'est une manipulation, car dans la réalité biologique, un homme ne peut pas être enceinte. Des scientifiques travaillent par contre sur des utérus amovibles afin que des hommes puissent porter un bébé. La transplantation d'utérus est déjà légalisée en France et au Royaume-Uni. Mais pour le moment, les scientifiques estiment que les premiers bénéficiaires de ce progrès technique seraient les femmes transgenres, anatomiquement préparées à ce genre d'intervention. Et pour ceux qui pensent qu'un homme ne peut mettre au monde un enfant car son squelette par contre n'est pas adapté, c'est une appréciation trompeuse. Les hommes peuvent avoir un bassin gynécoïde, comme les femmes. Julie Boillier explique, je cite, que les types pelviens existent dans toutes les populations humaines et aucun ne caractérise une population en particulier. Attribuer aux femmes le type gynécoïde, c'est comme définir ce qui est un corps de femme typique par le corps de Marilyn Monroe et celui de l'homme typique par celui d'Arnold Schwarzenegger. Fin de citation. Selon cette spécialiste, je prends la suite de ses travaux, je cite, « Il faut cesser de dire que la largeur des hanches joue un rôle dans la gestation et dans le passage de l'enfant lors de l'accouchement. Les femmes ont des hanches plus larges à cause de la graisse et de leur taille fine, ce qui n'a rien à voir avec les os. » Fin de citation. Un nouveau marché, maintenant, va se développer et nous imposer son lot de progressisme, du « il faut vivre avec son temps » si nous laissons l'éthique, la morale, nos valeurs s'évaporer. Les mensonges entourant le genre se trouvent dans les manuels scolaires. Il est envisagé que les jouets offerts aux enfants peuvent influencer le comportement, voire les comportements et métiers choisis, soi-disant au détriment des femmes. Cet endoctrinement se trouve chez Nathan, Atier, Magnard, Hachette, Borda ou encore Belin. En mars 2016, l'ACP indiquait qu'il fallait, je cite, « rejeter toutes les politiques qui incitent les enfants à considérer comme normale la prise de produits chimiques et l'usurpation de l'identité sexuelle par chirurgie. » Fin de citation. Pour le député Xavier Breton, le contenu des manuels scolaires ne respecte pas le principe de neutralité du service public qui incombe à l'éducation nationale. Selon ce député, les manuels de SVT et de sciences économiques et sociales véhiculent l'idée que, je cite, « les différences comportementales et sociales entre les hommes et les femmes ne seraient que le résultat d'une construction de société sans aucune influence du corps sexué qui ne dirait rien de ce que l'on est et de ce que l'on est appelé à devenir. » Fin de citation. Faisant fi, à nouveau, de la réalité scientifique. À la naissance, le volume du cerveau masculin est supérieur d'environ 10% au cerveau féminin. En l'état actuel des connaissances, le développement cérébral postnatal montre que les différenciations observées entre les sexes concernent, à la naissance, une taille moyenne de cerveau, ainsi qu'une activité motrice légèrement plus importante chez les garçons, et, à partir de 6 mois, une expression verbale plus marquée chez les filles et des préférences distinctes pour les jouets entre les deux sexes. Ces différences sont à considérer au regard des influences familiales et sociales pendant ces mêmes périodes, influences qui contribuent au câblage des réseaux de neurones du jeune cerveau, alors en pleine croissance, selon le Vidal 2015. Vous avez certainement entendu parler de l'écriture inclusive, saccage de plus pour notre langue de Molière, promotionné pour lutter contre les stéréotypes sexistes, un sujet qui révolta la France en 2017 quand l'éditeur Atier décida de publier un manuel à destination des CE2 en employant cette stratégie de remodeler les mots pour les féminiser, en plaçant entre des points milieux la terminaison du féminin. L'idée est d'aller à l'encontre des règles d'orthographe où le masculin l'emporte sur le féminin afin que les deux sexes puissent s'y retrouver à égalité et que tout le monde soit sur le même rang. Dans cet ouvrage scolaire, les différents métiers
que peuvent exercer les hommes et les femmes sont ainsi orthographiés agriculteur-ris-s, artisan-e pour artisane-s, ou encore commerçant-e-s, enfin, illisible, inutile. Et je vous prends l'exemple de la France, car c'est mon pays qui m'importe avant tout, mais ce phénomène se propage mondialement. Les politiques français se sont saisis du sujet. Et pour une fois, un député LREM fit une bonne action en 2021. François Jolivet a déposé une proposition de loi visant à interdire, dans les documents administratifs et pour les personnes morales en charge d'une mission de service public, cette écriture inclusive. Ce député reproche à ce type d'écriture d'être, je cite, contre-intuitive, illisible et excluante. Cette proposition, jusqu'à présent, semble rentrer dans le cadre d'un projet de loi. Qu'en adviendra-t-il quand nous voyons que le 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours intenté contre la ville de Paris pour une inscription commémorative présente au sein de l'hôtel de ville comportant de l'écriture inclusive? Que pouvons-nous espérer? N'étant pas défaitistes, je pense que ces batailles sont jusqu'à présent perdues par un manque de solidarité et de mobilisation face à ce piratage de notre héritage qu'est la langue française. Le planning familial essaye à son tour de nous embrigader dans l'égalité homme-femme, comme si aucune différence n'existait, à tel point qu'il invite à ne plus utiliser les mots mâles et femelles, en détaillant que, je cite, « le sexe est un construit social, un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle ». Le planning familial utilise désormais des termes comme, je cite, « personnes menstruées » ou encore « personnes qui ont un utérus » pour définir les femmes. Ce qui au passage est à l'opposé de la tendance actuelle qui est de dire que, je cite, « sont considérées comme femmes celles qui se ressentent ainsi, quel que soit leur corps ou leur apparence physique ». À nouveau, la contradiction, ils ne savent plus comment se placer dans ce mouvement wokiste. Ce qui a pour cause d'agacer les féministes qui bataillent depuis des années contre cette société qu'elles décrivent comme patriarcaliste, ce qui oblige la conservation du sens des mots femmes et hommes. Sinon, qu'est-ce que le patriarcalisme ? Sur ce point, j'en suis en total accord avec leur mobilisation. En dehors de la fausse libération de la femme, que nous analyserons plus tard, il y a des avancées à mettre en place dans le système actuel, ce qui passera nécessairement par un regain des repères, dans ce que symbolise le fait d'être une femme et son opposé, complément, l'homme. Les lois biologiques qui régissent notre monde peuvent être le socle du retour à la raison, même si des malins utilisent les subterfuges de la chirurgie ou de l'endocrinologie pour tromper l'environnement sur ce qu'ils sont réellement, je pense que nous vaincrons. En 2022, on a la clinique Tavistock, au nord de Londres, spécialisée dans les questions d'identité de genre auprès des enfants, qui a dû fermer son service. On nous dit c'était un des premiers établissements de santé en Europe à avoir, dès sa création en 1989, accueilli les enfants se posant des questions sur leur identité de genre, explique l'auteur de sociologie des transidentités. Le psychiatre David Bell, travaillant depuis près de 25 ans dans un service pour adultes, a alerté sa hiérarchie après les confidences et témoignages d'une dizaine de soignants au service des enfants qui partageaient leurs doutes, voire leur inquiétude, sur la manière dont la clinique des mineurs fonctionne. Bell établira un rapport controversé en 2018 sur les activités du service de développement de l'identité de genre, nommé le GIDS. Le GIDS n'a pas été en mesure de fournir au tribunal les données relatives aux résultats et aux effets souhaitables ou non chez les enfants à qui ils avaient prescrit les bloqueurs de puberté. Et la clinique était dans l'impossibilité de fournir des détails sur le nombre et l'âge des enfants à qui ces produits avaient été administrés. La compagnie a tenté de mettre la pression au lanceur d'alerte David Bell en le menaçant de poursuites contre lui. Parmi les préoccupations des employés venus lui partager leur inquiétude figurait le fait que l'enfant fréquentant le guide semblait souvent répéter un discours, sans forcément partager le sentiment d'urgence de leurs parents, que des cadres supérieurs catégorisaient de cas simples. Ces enfants, quand même, qui devaient être soumis à des bloqueurs de puberté. Aucun cas de dysphorie de genre, note Bell, ne peut être considéré comme simple. Que certains ont été recommandés pour un traitement après seulement 2 rendez-vous
et n'ont été vus que très rarement par la suite. C'est un scandale. En 2009, la clinique accueillait 80 patients. En 2019, ce chiffre était passé à 2700. Bell a envoyé ce rapport à Jenkins et à Paul Burstow, président du conseil d'administration. Pour des raisons juridiques non précisées, dit-il, ils lui ont interdit de l'envoyer au conseil des gouverneurs qui supervise le conseil d'administration. Et là, je le cite, il nous dit « C'est à ce moment-là que j'ai trouvé un avocat ». Et il partage ceci au journal The Guardian. Son avocat l'a avisé qu'au contraire, le défaut d'envoi de ces documents au service du conseil d'administration, donc de l'envoyer donc au conseil des gouverneurs, pourrait le rendre coupable en cas de poursuite judiciaire future contre le trust. En novembre 2018, Bell a reçu 2 lettres le menaçant de mesures disciplinaires. Le rapport finit par fuiter dans la presse en 2019. Quelques mois plus tard, une enquête de la BBC vient confirmer les alertes du psychiatre. Je cite « Ces fuites révèlent un non-respect de l'éthique, de la prudence, des actions très rapides et sans discernement », s'alarme Pauline Quillon, auteure d'une enquête sur la dysphorie de genre, et concluant qu'au sein de cette clinique, le mode opératoire crée, je cite, une incitation auprès des enfants à changer de sexe. Alors, qu'est-ce que l'Empire Tavistock ? Prochain épisode. On va voir ce qu'est l'Empire, quand il a débuté, quelles sont ses actions. Il y a eu pas mal de recherches, parce que je suis tombé sur un livre qui vous dit que le Tavistock a commencé en 1913, ce qui est un mensonge. Je suis tombé sur d'autres données, ça ne valait même pas la peine, et des gens qui ont fait des contenus sur Internet, dont certains qui ont commercialisé des livres, alors que dès le début de leur explication, c'est faux. Ils sont trompés. Donc moi, je viendrai vous expliquer ce que c'est, leur intervention, les personnages clés, et date de création et compagnie. N'hésitez pas à liker, à partager, on se retrouve prochainement dans le week-end, je pense, pour l'épisode 8 qui sera consacré là à l'Empire Tavistock. A très bientôt, c'était Vérité à venir. N'oubliez pas de partager et me faire un retour, que ce soit sur le rythme, la hauteur de voix, pourquoi pas l'articulation ou bien d'autres choses encore. Et si vous avez des conseils, je suis preneur. Si vous avez des réflexions aussi sur ce qui est dit, comme la théorie du genre, l'écriture inclusive, la destruction des repères, de la famille, de ce qu'est un homme ou une femme, hop, ça met un petit commentaire rapide, argumenté, je viendrai vous lire et y répondre. Allez, à bientôt.